d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas de marche occidentale. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler un peu de presse papier pour changer, parce que vous avez vu, même dans les relais SNCF, ça a évolué. Il y a un petit nouveau dont vous avez peut-être entendu parler. Vous en avez même forcément entendu parler, puisque ce magazine papier, il est omniprésent à la télé. Eh ouais, Franc-Tireur, vous connaissez, vous avez entendu parler de Franc-Tireur. Peu de journaux papier sont aussi cités dans les médias audiovisuels. Dans une journée normale, vous pouvez en entendre parler le matin sur Inter, le soir à C'est à vous ou à C'est dans l'air, et si c'est samedi, vous entendrez sans doute parler de Franc-Tireur chez Léa Salamé. Alors attention, rien à voir avec Mediapart, qui est régulièrement cité pour ses révélations. Non, là, il n'y aura pas de révélation, il n'y a aucun ministre qui va tomber avec ça, il n'y aura aucun scandale révélé, pas de homard, rien. C'est juste un journal d'opinion. Oui, on n'est pas là pour bousculer la société française, on est là pour la sauver des mauvaises opinions. La société française est en danger, elle est tiraillée par des tensions, les extrêmes sont en pointe, pas seulement les extrêmes politiques, aussi les extrêmes intellectuels. On voit les complotistes, on voit les obscurantistes se répandre, notamment sur les réseaux sociaux, avec des fausses nouvelles, avec des mensonges et mettre en danger la raison, le bon sens, l'intérêt général. J'ai la chance et l'honneur de diriger la rédaction de Franc-Tireur, mais ce n'est pas une rédaction comme les autres. Elle est composée d'individualités qui ont toutes un parcours éloquent. Le parcours de Christophe Barbier, on le connaît, c'est vrai qu'il est éloquent. Le gars a tout fait, les grosses têtes sur RTL, la direction de l'Express, il a son fauteuil attitré à C'est dans l'air, à BFM TV et même une carrière au théâtre. Ce qui est dingue, c'est qu'il ait encore le temps de diriger la rédaction de Franc-Tireur. Moi, je fais juste Rhinocéros et Backseat et je suis claqué, j'ai plus la force de lancer un stream. Donc je sais pas comment il fait. À mon avis, il bâcle un peu. Parce qu'en plus, il a les apéros, les dîners en ville, tous les plateaux télé sur lesquels il est invité tout le temps. Mais où est-ce qu'il trouve le temps de diriger ce truc-là? Moi, je pourrais pas. En même temps, toi, t'es vachement moins invité dans les médias. Alors, une fois j'ai fait C'est ce soir. T'as fait C'est ce soir? Bon, Franc-Tireur a publié son premier numéro en 2021 et dès son lancement, le magazine de Christophe Barbier a donc bénéficié d'une couverture médiatique exceptionnelle. Et pour cause, son équipe était composée de gens qui bénéficiaient déjà d'une surface médiatique considérable. Alors il y a les deux stars, Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, ceux-là vous voyez bien j'imagine, mais enfin, vous connaissez peut-être pas Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch, qui a pourtant un podcast sur France Inter, Brice Couturier, un ancien de France Culture, Olivier Babot, que j'avais découvert dans C'est ce soir, le gars y était quasiment une semaine sur deux. Bon quand t'as que des stars comme ça et que tu lances un nouveau magazine, c'est facile d'avoir très vite une excellente couverture médiatique. Bonsoir à tous. Vous arrivez avec ce nouveau bébé. C'est une exclusivité pour 22h Max. Pour la première fois, on découvre la couverture de Franc-Tireur, qui est le nouveau magazine dont vous dirigez la rédaction. Malgré toute cette exposition, assez exceptionnelle pour un magazine d'opinion, Franc-Tireur n'écoule péniblement que 30 000 exemplaires payants chaque semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut comparer avec d'autres hebdos. Le Point, c'est plutôt 300 000, Marianne 130 000 et l'Express 150 000. Donc 30 000, en fait, c'est nul. Bon, commençons par le titre, là déjà. Franc-Tireur. Franc-Tireur, ça vient d'un journal de la Résistance, donc déjà, c'est culotté comme référence. Ah oui, ça, les bourgeois qui vivent dans des hôtels particuliers, avec leurs petits costards, machin, qui se repeignent en résistant du maquis, oui, à minima, c'est culotté. La référence à la Résistance, elle est assumée. Pour eux, les mots sont des balles. Autant d'obus lancés dans les tranchées du débat public, des grenades dégoupillées dans les bunkers de l'obscurantisme. On exagère à peine. J'ai toujours considéré que le journalisme était un combat pour l'information et combat aussi pour la raison. Voilà comment nous allons préparer ce premier missile, cette première munition de Franc-Tireur, ce premier numéro. Moi, on me dit résistance, je pense résistance au pouvoir, à la domination, à la colonisation, à l'occupation. Enfin, faut résister à quelque chose, quoi. Eux, ils sont du côté du pouvoir, donc c'est quoi? Ils font des chiens de garde comme d'hab, en fait. Oui, complètement. Et d'ailleurs, la défense de l'ordre établi, c'est encore Caroline Fourest qui en parle le mieux. Et un réarmement intellectuel. On essaie de fournir des petites cartouches, des munitions, pour tenir à peu près toutes les polémiques de la semaine. C'est-à-dire que si vous croisez votre cousin qui est complotiste, votre oncle qui est un peu réac et qui vote RN... Et anti-vax. Et anti-vax, et votre tante qui, elle, vote LFI, vous devez pouvoir tenir la conversation en ayant lu le Franc-Tireur de la semaine. Voilà, en gros, il distribue des éléments de langage aux défenseurs du pouvoir contre tous les extrêmes, en gros, tout ce qui n'est pas macroniste. Oui, mais ça peut être pratique, parce que si tu sais pas quoi dire pour défendre Macron, par exemple, Gabriel Attal a une nouvelle idée, il veut interdire le halal dans les cantines scolaires, rentrée 2024, supposons. Comment tu fais pour défendre ce truc-là, parce qu'on va te dire que c'est un peu raciste et tout? Oui, pour l'instant, il n'y en a pas trop du halal dans les cantines. Non, mais c'est grâce à des gens comme eux, qui ne cèdent pas un pouce de terrain aux islamistes. Parce que s'ils étaient pas là, ça se trouve tout serait halal aujourd'hui.
Vous remarquerez d'ailleurs que la plupart des journalistes de francs-tireurs sont plutôt proches de la mouvance Printemps républicain. Et cette culture particulière imprègne bien la ligne éditoriale de l'hebdomadaire. On y défend bien sûr une certaine vision de la laïcité par exemple. Et j'ai l'impression que des fois, ce combat progressiste est vraiment déserté par une autre gauche identitaire, clientéliste, lâche, pour le dire aussi franchement que ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une obsession sur le printemps républicain, sincèrement, et je trouve ça très douteux. Dans la panoplie de base de ces gens-là, on ne lutte pas que contre les musulmans, hein. On met aussi en garde contre les dangers du progressisme. La lutte pour les droits des personnes trans, c'est dangereux, les féministes, elles sont extrémistes, les antiracistes, ils menacent la République, c'est Charlie Hebdo mais avec moins de dessins, quoi. En gros, leur but, c'est d'aller débusquer les wokistes, les islamo-gauchistes, qui contaminent toutes les sphères de la société, qui sont tapis dans l'ombre, dans les facs, qui tirent les ficelles, qui pèsent dans les médias. Et c'est un journal anti-complotiste, attention, hein. Jacques Julliard a dit « Il y a un problème de l'islamo-gauchisme. Pourquoi et comment une poignée d'intellectuels d'extrême gauche, peu nombreux, mais très influents dans les médias, ont-ils imposé une véritable sanctuarisation de l'islam dans l'espace politique français ? L'islam est sanctuarisé, vous voyez le niveau du foutage de gueule. On ne peut rien dire sur l'islam, c'est bien connu. Putain, mais c'est eux en plus qui sont sur tous les plateaux, ils savent qu'on peut dire n'importe quoi sur l'islam. Oui, en plus, eux, ils se privent pas. Ils sont connus et invités pour ça toute l'année, partout. Bon, on va vous présenter brièvement les personnages qui font ou ont fait partie de l'aventure Franc-Tireur. Puisque le journal se vend sur son casting, on va l'éplucher un peu, le casting. Commençons par Brice Couturier. Comme vous venez de l'entendre, il veut persuader son public que les médias sont aux mains de la gauche, de l'islamo-gauchisme. Il appelle ça carrément le parti des médias. Moi, ça me bute. Ancien chroniqueur de la matinale de France Culture, puis de Culture Monde sur la même station, Brice Couturier répète la même chose partout, tout le temps. Le wokisme, qui vient des facs américaines, diffuse dans la République le poison du communautarisme. Une certaine gauche a tourné le dos aux classes populaires et a trahi la laïcité par clientélisme pour obtenir le vote de ce prolétariat de substitution que sont les banlieues. Vous avez pas l'impression d'avoir déjà entendu ça 1000 fois ? Eh ben c'est parce que vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Ouais. Allez, on se le remet. Le wokisme, je le combats de toutes mes forces comme vous. C'est pour moi le cancer de notre société. La laïcité est abandonnée à l'islamo-gauchisme. Par clientélisme aussi. Par clientélisme électoral. Oui. Enfin, c'est scandaleux ce qui se passe dans une certaine gauche. Alors, Brice n'est plus à Franc-Tireur par contre. Apparemment, ça a coincé avec Rudy Reichstadt et Benjamin Cyr. Ils ont fini par trouver Brice Couturier trop complotiste. Acrimed avait fait le même constat en 2022. Brice Couturier, il est obsédé par la Russie. Il voit la main des Russes partout. Alors des fois il tombe juste, et des fois pas du tout. Alors bon, vu que c'est dur de savoir a priori, allez hop, Brice Couturier, ça dégage. Voir partout du complot wokiste ou la main des frères musulmans, ok. Mais voir des agents de Poutine à tous les coins de rue, ça non. Alors qu'apparemment la panique des punaises de lit avait été amplifiée par les Russes sur les réseaux sociaux, que les étoiles de David bleues taguées au pochoir par d'obscurs Moldaves, il y avait un commanditaire russe. Ouais, mais Couturier, il allait trop loin. Pour lui, tout était un coup des Russes. Genre les jeunes qui cramaient des poubelles pendant le mouvement contre la réforme des retraites, ça pour lui c'était un coup des Russes. Donc vraiment, non, il abusait quoi. Il était un peu extrême. Ah oui, à Franc-Tireur, on n'aime pas les extrêmes. Enfin, ça dépend, il y a extrême et extrême. Tous les extrêmes ne se valent pas. Par exemple, entre le wokisme et le Rassemblement national, ce qui va être déterminant, c'est pas de savoir sur lesquels les Russes ont le plus d'influence. Quant au Rassemblement national, je vais vous dire quelque chose qui va faire bondir mes propres amis. Eh bien, je considère que le RN aujourd'hui est moins dangereux pour la démocratie que la France insoumise. Bon voilà, pour tous ces bourgeois du cercle de la raison, l'ennemi désigné en fait, c'est la gauche, alors que je croyais que c'était la résistance. Moi, dans la résistance, il y avait des communistes, et il y avait même des communistes qui étaient aux mains des Russes. Je crois qu'à ce niveau-là, on peut commencer à parler de confusionnisme. Et on sait très bien à qui profite ce confusionnisme. Si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient face à face au second tour, ce qui n'a aucune chance d'arriver du fait de Mélenchon, et si le vote blanc était impossible, si il était interdit de s'abstenir, si le vote était obligatoire, bref, si on n'avait pas le choix, s'il fallait mettre l'un des deux bulletins dans l'urne, quoi qu'il arrive, je me dirais, sans y croire, plutôt Trump que Chavez, et je voterais pour la première avant d'entrer en résistance. Bon, ça, c'était pas une énorme surprise. Ça confirme que oui, l'ennemi principal, à Franc-Tireur, c'est plutôt la gauche. Une certaine gauche, celle qui essaie de porter des propositions favorables aux classes populaires et aux minorités. Les minorités, ça c'est dangereux. Attends, mais du coup, si Mélenchon est élu, est-ce qu'il va rentrer vraiment en résistance, Raphaël? Est-ce qu'il va aller prendre le maquis, là, avec ses petites chemises, son petit fusil, il va faire des attentats? Et si c'est Zemmour qui est élu, là aussi, il va rentrer en résistance, Jean Moule 2? Ah, c'est dur à dire ça, parce qu'il y a Éric, puis il y a Zemmour.
Oh, il faut faire une différence entre Éric et Zemmour. Je tiens à le dire quand même, c'est important. J'aime bien Éric. On s'entend plutôt pas mal, on se croise de temps en temps. On a déjà débattu ailleurs que sur CNews. Par contre, Zemmour, il le trouve un peu extrême, mais au moins on peut débattre. On est entre intellectuels, on peut s'adonner à l'art de la dispute, c'est stimulant. Il aime bien ça, le débat, Enthoven. Il aime les caméras, mais surtout il aime débattre. Et il aime surtout débattre avec des gens aussi intelligents que lui. Il va pas aller parler avec des ploucs, il va pas aller avec les gilets jaunes sur les ronds-points. Non, il va pas attraper des palettes, il va se prendre des échardes, il a les mains délicates quand même. Nous considérons que l'égalité des droits n'est pas l'égalité des compétences et que pour cette raison, toutes les opinions ne se valent pas. Si vraiment le but de franc-tireur c'est de faire parler des gens compétents, pourquoi il n'y a jamais de chercheurs dans leur truc? Ça c'est facile. C'est parce que les chercheurs, c'est des islamo-gauchistes qui gangrènent l'université. Mais oui, mais les chercheurs, ils produisent de la connaissance, on en a besoin au lieu de dire ce qui nous passe par la tête. En plus, franc-tireur, il nous promettait que ce serait l'hebdo de la raison. Bah oui, mais non. Ah non. Parce que les chercheurs, ils sont pas dans la raison, ils sont dans l'idéologie. Raphaël Enthoven, lui, il est dans la raison. Parce que lui, il est raisonnable, il est pas dans l'idéologie. Oui, mais comment tu démontres que les chercheurs sont dans l'idéologie? Il faut faire des études là-dessus. Ah oui, et qui c'est qui va les faire, les études? C'est les facs avec leurs islamo-gauchistes? Non, moi, faut faire confiance à Raphaël, je pense. Parce que Raphaël, il est neutre, il a la raison pour lui, il est objectif, il est pas dans l'idéologie. Et le problème, c'est que l'époque que nous vivons est une époque où la raison est récusée comme une vieille concubine. C'est-à-dire, on peut discuter avec quelqu'un qui vous dit... Expliquez-nous ça. C'est-à-dire, on peut discuter avec quelqu'un qui vous dit « vous avez tort, voici pourquoi ». Mais on peut plus difficilement discuter avec quelqu'un qui dit « si tu penses ça, c'est que t'es blanc, c'est que t'es hétéro, ou c'est que t'es un connard, en gros ». Tu vois, Raphaël, il pense pas ce qu'il pense parce qu'il est privilégié. Il pense ce qu'il pense parce qu'il utilise la raison. Il flotte comme ça au-dessus du monde social. C'est une sorte de conscience pure, si tu veux, qui domine les débats et qui a réponse à tout. Ah ouais, ils sont balèzes les philosophes, ils ont réponse à tout. Ils ont réponse à tout. C'est le boulot des philosophes, c'est d'avoir réponse à tout. C'est fort. C'est fort, c'est très fort. Bon alors, ils vont aussi dire à quelles questions il faut pas répondre. Parce qu'ils font aussi de la morale. Il y a des questions qu'il ne faut même pas poser. Et donc, la morale, c'est dans le champ de la philosophie. C'est aussi le boulot du philosophe, de juger le bien, le mal, la morale. On n'explique pas la barbarie. La barbarie doit rester inexplicable. On n'explique pas ça. On ne trouve pas de raison à ça. Donc vous l'avez compris, Franc-Tireur, c'est un journal d'opinion, d'une certaine opinion, qui se présente comme la seule raisonnable. Mais c'est aussi la pensée d'une certaine classe. Fourest, Enthoven et Couturier ont un point commun. D'ailleurs, ils ont tous bossé à un moment de leur carrière pour France Culture. Ça leur donne un vernis impressionnant. On se dit, waouh, ils ont lu des livres, ils sont intelligents, ils savent produire de la pensée. Une pensée exigeante. Le contraire de l'exigence, c'est la radicalité. La pensée radicale est une pensée bourgeoise. Une pensée radicale est une pensée confortable. C'est une pensée bourgeoise, c'est une pensée qui vous permet, qui vous désengage en un sens. Or, M. Enthoven fait partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule ligne possible, une seule politique économique possible, un seul ordre international possible, et tous ceux qui n'en conviennent pas sont d'affreux menteurs, démagogues, etc. Alors, monsieur le philosophe, allons, un petit retour à Platon vous ferait pas de mal. Enthoven, il parle pas trop d'économie, ceci dit. Il aime l'ordre, mais l'ordre économique, ça l'intéresse pas trop. Il développe rarement là-dessus. Ouais, ça c'est le boulot de Barbier. Ah oui, d'ailleurs, tu savais qu'il y a une de ces écharpes qui vaut 2000 €? Non, je savais pas. Ah bah, il en aurait une soixantaine, et il y en a une qui vaut 2000 €. Elle a été offerte par Carla Bruni. C'est intéressant ça. C'était beaucoup d'argent. 2000 €? Mais c'était à peu près ça, oui, tout à fait. 2000 € l'écharpe. Voilà. On vous a parlé du rapport distant qu'entretenait Enthoven avec la recherche, la vérité, le réel, un rapport plein de moralisme et de méfiance. Eh ben, Christophe Barbier, c'est pas mieux. Lui, il assume que le réel, ça l'intéresse pas, puisqu'il avait déclaré au JDD en 2019 ne pas aller sur le terrain. Il l'a confirmé sur France Inter, ça l'intéresse pas le terrain. Se confronter au terrain, ça pollue l'esprit d'un éditorialiste. Oui, c'était un peu provoque comme commentaire. Oui, mais je m'explique. C'est-à-dire que si vous allez sur du terrain, surtout du terrain à forte charge émotionnelle, on est des êtres humains. Donc vous ne pouvez pas faire un meeting qui est en transe, qui est un meeting formidable, sans en être vous-même perturbé. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre de gens qui sont dans des situations extrêmement désastreuses, sans en être touché. Et à partir de ce moment-là, votre métier change. Vous êtes reporter, vous êtes enquêteur, mais vous ne pouvez plus être éditorialiste au sens où éditorialiste, il faut qu'il y ait à un moment donné votre opinion, votre analyse, votre réflexion insensible émotionnellement à ce que vous auriez pu voir sur le terrain. Bon, toi, tu vas sur le terrain, par exemple? Bah, je vais en manif, je parle à des vrais gens. Après, ça dépend ce qu'on appelle le terrain.
À Christophe Barbier, il a une définition assez large du terrain. Alors évidemment, j'en fais du terrain. Je vais tous les week-ends, grâce à mon activité théâtrale sur le terrain, je vais jouer bientôt à Florange, à Antony, j'ai joué à Draveil, je vais à Latte. Je rencontre des tas de gens qui me parlent, des éditos qui me parlent de l'actualité. Ah mais si le terrain c'est juste la province, à ce moment-là, nous on vit sur le terrain carrément. Oui mais regarde, nous on vit à Lyon, c'est une ville qui est pleine de fachos. Et toi t'es obsédé par les fachos, donc est-ce que finalement tu serais pas pollué par ton terrain? Ouh, bah si. Trop de terrain, en fait, moi je fais trop de terrain, c'est ça le truc. Un vrai éditorialiste, il va dans les taxis, il va dans les dîners en ville, il va sur les plateaux télé, il va dans les coulisses des plateaux télé. Oui mais en fait du coup ça aussi c'est un terrain. Et peut-être qu'ils sont pollués par ce terrain-là. Sur ce terrain-là, celui du petit monde médiatique, autant vous dire qu'on pense souvent à peu près comme les gens de Franc-Tireur. Ils doivent pas être souvent bousculés. Dans ce petit monde, on est contre les extrêmes, on a peur de Mélenchon, on est macroniste en fait. Il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux! C'est Macron qui est barbieriste. J'étais là avant lui. Je dis tout ça depuis 20 ans, le type il arrive, il le fait. Donc Franc-Tireur, c'est un journal macroniste. Maintenant vous le saurez, vous pourrez le dire à vos parents s'ils l'achètent à la gare par exemple. Oui, puis de manière générale, c'est l'hebdo des gens qui vont bien, quoi. Des gens qui se mettent bien. Alors du coup le titre est trompeur, hein, Franc-Tireur, la résistance et tout, piou-piou, non. Franc-Tireur, c'est le journal des gens qui aiment le système, qui ne veulent pas le changer, qui refusent de voir qu'il est en crise. Je dis juste qu'on peut travailler sur ces crises, on peut les remédier, on peut y remédier. En revanche, on aura toutes les peines du monde à considérer que c'est en changeant de système, changeant de façon de gouverner, organisant quasiment un coup d'État constitutionnel. Si ça va bien pour eux, c'est que ça va bien tout court finalement. En fait, c'est l'hebdo de ceux qui sont en résistance contre tout ce qui menace leurs privilèges. C'est pour ça qu'ils sont plus énervés contre la gauche que contre l'extrême droite. Il y a une cohérence, hein. C'est un journal, on pourrait dire de l'extrême centre, mais dès qu'on dit centre, c'est mou. Ouais. Alors extrême centre, c'est un peu un oxymore, mais c'est ça. C'est Attendez, extrême centre ou équilibré? Non, pas équilibré. Il ne s'agit pas de donner 5 minutes aux uns et 5 minutes aux autres. Il s'agit de dire que dans le tohu-bohu des extrémistes, des antivax, des complotistes, des indigénistes, des émouriens, des mélenchonistes, eh bien, dans ce tohu-bohu, il faut faire parler plus fort la voix de la raison. Le chercheur Tariq Ali, un historien anglais, a assez bien décrit l'extrême centre dans ce bouquin en 2015. Il le définit entre autres comme la dévotion des élites au capitalisme, un goût pour les politiques économiques libérales et un penchant pour l'autoritarisme qui naît souvent des crises sociales. L'extrême centre, c'est une radicalisation des démocraties libérales capitalistes, précisément parce qu'elles sont entrées en crise économique et politique. En 2016, le philosophe québécois Alain Deneau en parlait sur le plateau de France 2. Vous allez voir qu'il explique bien ce qu'est cet extrémisme, qu'on retrouve autant chez les macronistes que chez Franc-Tireur. Chaque fois, on aura un discours que je qualifie d'extrême centre, là, qui sera intolérant à tout ce qui n'est pas ce programme-là. Et l'extrémisme, ici, dans l'expression extrême centre, ne renvoyant pas à l'endroit où est le curseur sur l'axe politique, mais renvoyant au fait d'être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Et l'extrême centre, c'est deux choses. C'est non pas de situer le discours sur l'axe gauche-droite, mais d'abolir l'axe gauche-droite et de présenter son discours comme étant le seul imaginable. Et là, on aura des discours du genre « je suis normal », je tiens le discours de la vérité, je suis pragmatique, je suis pondéré. Il n'y a pas d'alternative. Oui, et c'est tout. La première à avoir effectivement entonné cet hymne étant Margaret Thatcher. Ça colle hein, quand même, ça colle au macronisme, à Franc-Tireur, ouais on est en plein dedans. Par contre c'est malhonnête. Se présenter comme le camp de la raison, de la vérité, non si c'est malhonnête. Parce que ces journalistes qui veulent incarner la voix de la vérité ne sont pas connus pour être des personnes très scrupuleuses. On peut voir ça par exemple avec Rachel Kahn, collaboratrice régulière du journal qui a récemment été accusée d'avoir plagié des articles de presse pour sa chronique sur Radio Classique, comme l'a révélé Arrêt sur Image. Le site Arrêt sur Image a aussi démontré qu'il y avait du plagiat directement dans Franc-Tireur. Loris Guémard y racontait que la journaliste Fiametta Wener de Franc-Tireur, qui est aussi la compagne de Caroline Fourest, avait pour une enquête repompé des informations publiées ailleurs, dit des choses erronées et plagié un témoignage. Présenté comme une enquête, un bricolage d'informations chopées à gauche à droite, c'est pas très rigoureux. Et puisqu'on évoquait Caroline Fourest, on va terminer sur Caroline Fourest. Certains se souviennent sans doute de cette séquence sur le plateau de Ruquier en 2015 face à Émeric Caron, où elle prétendait avoir gagné un procès qu'elle avait en fait perdu. Le procès dont vous parlez sur ma chronique pourquoi dans ce cas-là, j'en ai eu un en 8 ans de carrière. Sur Je vais vous dire un truc. C'était quoi le Caron. thème? C'était, dites-le, c'est sur l'histoire de la perte d'une femme voilée qui estime que j'ai déformé la parole de sa fille. Alors Voilà. comment se fait-il dans ce cas-là, si vous avez gagné le procès, que toute la presse à ce moment-là a dit que vous l'aviez perdu? Mais parce que la presse n'a pas corrigé ensuite quand j'ai gagné. Sur France Culture en 2013, Caroline Fourest avait remis en cause le témoignage de Rabia Bento, une jeune fille musulmane de 17 ans qui avait été agressée par 2 hommes alors qu'elle portait un voile. Caroline Fourest avait à la fois remis en question le caractère islamophobe de l'agression et la parole de la victime.
attaquée en diffamation, elle a donc bel et bien perdu ce procès et son mensonge n'a pas du tout plu à Laurent Ruquier. Elle a menti en disant qu'elle avait gagné en appel. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai pris une décision. Je n'inviterai plus jamais Caroline Fourest sur ce plateau et dans aucun plateau de mes émissions. Bon, et depuis cette séquence, la liste des déclarations douteuses de Caroline Fourest s'est allongée. La journaliste et essayiste est maintenant connue pour sa propension à tordre les faits quand il ne l'arrange pas. Pascal Boniface écrivait à son propos en 2011 dans son livre « Les intellectuels faussaires ». La grande force de Caroline Fourest est d'enfourcher des chevaux de bataille largement majoritaires dans l'opinion et plus encore parmi les élites médiatiques. Qui oserait se déclarer contre la laïcité, contre l'égalité entre hommes et femmes, pour la répression des minorités sexuelles ou en faveur de l'antisémitisme? Ce qui pose problème, ce n'est pas ce que Caroline Fourest défend, c'est la façon dont elle le fait. Régulièrement, elle attribue à ses adversaires des positions, sans doute critiquables, mais qui ne sont pas les leurs, ou des faits répréhensibles, inexistants. Ce qui est fou avec elle, c'est que tous ces dérapages ne l'ont jamais décrédibilisée complètement. Elle est toujours très invitée chez Salamé sur France 2 ou chez Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, et ça tombe bien, elle a toujours un truc à vendre. Si c'est pas un documentaire, c'est un bouquin. À l'occasion de la sortie de Génération offensée, par exemple, elle est venue nous expliquer que les facs françaises étaient des foyers de l'islamo-gauchisme dans lesquels régnait une nouvelle police de la pensée. Au lieu d'apprendre aux étudiants à faire la part des choses, par exemple entre le racisme d'État qui existe dans certains pays mais qui n'existe pas en France, et le racisme de société qui existe en France, ce sont des études et des enseignants qui apprennent à leurs élèves à ne surtout pas faire la nuance. Bon voilà, vous avez compris, hein, Enthoven, Barbier, Fourest, c'est chaud quoi. En tout cas, c'est pas des références du journalisme. Entre un billet d'humeur et un coup de gueule, le journal qui dit faire des enquêtes, pour l'instant, il n'a pas révélé grand-chose. Ce journal n'informe pas, il se contente de faire des commentaires agressifs sur ses adversaires avec une belle police d'écriture. Oui voilà, en gros, ils règlent surtout des comptes. Hein. Par exemple, il y a pas longtemps, ils se sont tapés Émeric Caron, ils l'ont dézingué. Même moi, une fois, j'ai été cité dedans, ils m'ont repeint en complotiste soralien. Alors bon, si vous me connaissez, vous voyez direct que c'est complètement malhonnête. En plus, ils se permettent de remettre en question les révélations de leurs confrères. Donc c'est du journalisme sans enquête, mais qui attaque les enquêtes journalistiques de ceux qui ont l'audace de travailler sérieusement. Sur le fond Marianne, par exemple, ils ont écrit 6 articles en tout. Tous pour expliquer que c'était pas un scandale, que c'était Mediapart qui exagérait, parce que Mediapart, ils étaient complaisants avec le communautarisme. Alors ça attaque les adversaires, mais ça défend aussi les copains. Parce que le fonds Marianne, il avait bénéficié à Rudi Reichstadt, qui travaille à Franc-Tireur. Tiens. Alors moi je dis rien, parce que je vais encore me faire traiter de complotiste. Est-ce qu'il n'y a pas un complot pour me faire passer pour un complotiste, en fait? Ah, et puis il y a aussi eu un article sur Blast. Enthoven, il a pris sa plus belle plume et il a écrit, ça s'appelle Blablablast. Il traite Blast de site de désinformation. C'est un peu gonflé après tout ce qu'on vient de vous expliquer sur les méthodes de Franc-Tireur, sur sa conception très particulière du journalisme. De manière générale, l'hebdo est assez médiocre, il n'y a pas grand-chose. Les articles ressemblent plus à des threads Twitter qu'à des textes réfléchis. Il n'y a pas d'effort de recherche, il y a surtout de l'invective et des grandes phrases. Et c'est pas grave, ce journal finalement très peu lu a surtout une fonction, un but. D'abord, il fournit un salaire et un titre de journaliste à ces gens, et ensuite et surtout, il va justifier la présence sur tous les plateaux de ses principaux contributeurs. C'est une base arrière depuis laquelle ils vont pouvoir se déployer là où ça compte vraiment, c'est-à-dire dans les émissions que les gens regardent pour de vrai. Et ça marche, ils sont invités partout, c'est incroyable, particulièrement sur le service public, comme on l'a vu, et ça c'est peut-être aussi parce qu'ils font tous partie de la même bande de copains. Raphaël Enthoven est le compagnon de Adèle Van Rett, la directrice de France Inter, qui organise chez elle des grosses soirées avec ses amis, comme Caroline Fourest. Et ça c'est pas complotiste, l'info est sortie, c'est paru dans Le Monde. C'est pas complotiste parce que ce qu'on vous raconte, ça peut se résumer à une analyse de classe. Ces gens-là font partie d'une classe, d'un ordre, d'un système. Un système qui vacille, parce que, vous avez vu, les gens votent n'importe comment. Je m'étonne qu'un pays, encore une fois, qui est en bonne santé, qui fonctionne, qui vit, qui repart, qui a de l'influence, qui est en pointe de la lutte contre l'islamisme, dont la bouffe est sublime et dont l'équipe de foot est championne du monde. Je veux dire, je m'étonne que ce pays-là joue au con à ce point avec son bulletin. Les gens sont des cons de toute façon, ils n'ont pas de compétences. Par exemple, vous, chez vous, si vous votez pas Macron, c'est que vous êtes des gros cons. Donc voilà, Franc-Tireur, c'est tout ça, c'est tout ce monde-là. C'est finalement un journal avec l'opinion des bourgeois. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter alors qu'on peut retrouver ça à la télé? Oui, voilà, c'est des bourgeois qui défendent le système, mais on pourrait même dire Franc-Tireur, c'est le système qui se défend. Voilà, c'est pas trop complotiste ça, si? Oh, j'imagine que oui. Ouais, de toute façon, on s'en fout. Allez, hop, c'est dans la boîte. À la semaine prochaine.